L'histoire que nous allons jouer aujourd'hui devant vous s'est déroulée sur un laps de temps très long. On ne savait pas par où commencer. On aurait pu commencer en 1981, le jour de la victoire de François Mitterrand au présidentiel. Ou encore à Montmartre, en 1932, jour de la fameuse exposition de peinture La Foire aux Croûtes. Ou encore en 1936, au fin fond de la campagne normande. On a décidé de commencer le 2 avril 1945 sur une route allemande. 3 chaises pour figurer une Jeep. La guerre n'est pas finie. De nombreuses détonations montrent que le conflit et la violence est encore tout proche. 3 officiers américains tentent de trouver leur chemin sur les routes ennemies. 3 officiers membres du Momentum, chargés de protéger des désastres de la guerre, des destructions et des bombardements, les œuvres et le patrimoine européen spoliés par les Allemands durant la guerre. Prends à gauche! On ne quitte pas la route principale, il reste quelques poches de résistance. Ça tire, c'est tout près, mais fais demi-tour et prends à gauche! On reste sur cette route! Mais arrête avec cette route, on ne sait pas ce que c'est cette route, on ne sait pas si on a passé la ligne de front, on ne sait pas si on est du côté allié ou du côté allemand, il n'y a que des ruines, ou qu'on le regarde, il n'y a que des ruines! D'après la carte... Mais arrête avec ta carte! Les soldats allemands sont signalés sur ta carte? Non! Alors laisse tomber, on avance et on voit où on arrive! Mais pourquoi ne se rendent-ils pas? Ils ne défendent plus leur pays, ils défendent les ruines de leur pays! Notre artiste détruit plus leur ville, elle détruit leur ruine! Qu'est-ce qu'il veut lui là-bas? C'est un civil, il a l'air désorienté. Tout le monde est désorienté, nous sommes désorientés. Wir suchen die Entsetzungen von Ziegen? Il a pas l'air de comprendre, c'est ton allemand qui est défaillant. Mon allemand est parfait. Wir suchen seinen Minen von Ziegen, Eisenminen, des tirs de mitrailleuse! Mais prends à droite! Mais c'est la direction des tirs de mitrailleuse! Justement, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie! Ah, c'est pas possible, c'est pas une route, c'est une succession de cratères et de gravats! Là, des tunnels! Nous marchions dans les tunnels des mines de fer de Ziegen. À l'intérieur, s'étaient réfugiés quantité de civils allemands, apeurés, transpirants, ayant du mal à respirer, leur regard attiré par la lumière de nos torches, vivant dans une puanteur indescriptible. On sentait qu'ils s'étaient réfugiés là depuis maintenant plusieurs jours. Nous cherchions des œuvres d'art et nous nous trouvions face à l'horreur de la guerre. L'enfer, s'il existe, devrait ressembler à ça. Tous ces gens n'étaient plus que peur et que haine. Il nous paraissait inimaginable qu'à quelques mètres de cette vision infernale pouvait se trouver la moindre beauté. Nous avons avancé. Devant nous, une porte, gardée par un soldat allemand, qui ne savait pas ce qu'il faisait encore là, et qui n'avait qu'une seule envie. Rentrer chez lui, et sauver ce qui restait de sa maison, de sa famille. Ouvrez cette porte! Il nous ouvre, se sauve ayant compris avec certitude qu'il ne servait plus à rien. Et là, devant nous, il y en avait partout, posés contre les murs, les uns sur les autres, un savant bric-à-brac de merveilles, de statues et de tableaux, comme sortant de l'obscurité, révélés par un magnifique clair-obscur et les ombres sublimées par la lumière de nos torches. Rembrandt! La Sainte Famille de Rubens, Fragonard, Cézanne, Van Gogh. Renoir, Delacroix! le manuscrit original de la 6e symphonie de Beethoven. Au fin fond d'une mine, là où le mot obscurité trouve vraiment son sens, nos yeux brillaient, éblouis par l'éclat de tous ces chefs-d'œuvre. Qui allait pouvoir être amené à la vue et à la vie. Quelle élection? Quelle élection? Mitterrand! On a gagné! Les choses ont changé. Tiens, je t'ai pris une rose. Je peux pas. Je pars à Seignon. C'est où, Seignon? Près d'Avignon. Mais tu veux partir ce soir? Je dois partir ce soir! Si je pars pas ce soir! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas! Je sais plus! Je me suis réveillée tout à l'heure et c'était comme ça. Et toutes tes toiles lacérées, tout ton travail détruit! C'est pas moi! Si, c'est toi! C'est une voix en moi! Comme si quelqu'un me chuchotait des mots à l'intérieur de mon oreille. Tu peux pas montrer ça! Ton travail est médiocre, il faut pas que ça existe, je sais pas! Ça doit, tu prends possession de moi pendant mon sommeil. Qu'est-ce que tu fais? Je prends Scooter avec moi. De toute façon, je reste pas ici.
Tu veux que je te conduise à la gare de Lyon? Il est à quelle heure ton train? Je sais pas. Mais de toute façon, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de train ce soir. Tu veux me conduire? À Seignon. Ah, je sais pas, je pensais que tu t'inquiétais pour moi. Et là, tu prends un couteau pour pas que je me coupe les veines avec. Tu veux qu'il m'arrive rien ou pas? Oui, c'est vrai. Tu dois fêter ton élection. Pourquoi tu dois aller à Seignon? Je t'explique en voiture. T'es garé où? En face. Mais ton explication est pas suffisante. Chacun. Je te déteste. Je te prends mais à une seule condition. Laquelle? Tu prends une douche. Pourquoi une douche? Parce que tu pues. Ok. Tu veux vraiment pas que je conduise? J'ai l'impression qu'on va jamais y arriver à ce rythme-là. C'est toi qui as pas voulu prendre l'autoroute. T'as pas de la musique? Il doit y avoir des cassettes dans la boîte à gants. Les plus grands succès à la flûte de Pan. T'as pas autre chose? Non. Et pourquoi t'as ça? On avait ça en cadeau sur une station-service si on faisait le plein. C'est d'actualité. En quoi c'est d'actualité? Bah, avec la victoire de Mitterrand. Nous sommes tous de grands condors. La phrase mélodique principale représente bien le vol puissant et lourd du grand condor qui surfe paisiblement sur les courants ascendants et s'élève peu à peu avant de fondre en piqué rapide sur sa proie. Ou sur le cadavre qu'il a repéré. Alors, dis-moi. Il y a 3 mois, j'ai reçu cette lettre d'Autriche. C'est à gauche, là. Oui, je sais lire les panneaux. Et il y avait quoi dans cette lettre? C'est très mystérieux. Une photo, une toile. Montre. Peinture naïve. C'est un bouillon, non? C'est ce que je me suis dit aussi. Et puis derrière, simplement ces mots. Avec les compliments de votre grand-mère. Pas de signature? Non. Et pas de signature sur le tableau? Non. Mais la photo est cadrée n'importe comment, on voit pas le bas du tableau. Rassure-moi, c'est pas pour ça qu'on est en train de faire 800 km. Au début, j'y ai pas prêté attention. Je commençais à travailler les examens et je galérais sur mon projet. Et puis doucement, je me suis remise à penser à ces mots. Avec les compliments de votre grand-mère. Tu prends pas la direction Fontainebleau? Bah si. Bah c'était à gauche. Comment ça c'était à gauche? Pourquoi tu me l'as pas dit? Bah je croyais que tu voulais conduire. Et ta grand-mère, tu lui en as parlé? Je suis allée la voir. Et là, Léa s'est mise à me raconter sa rencontre avec sa grand-mère. Je ne me doutais pas à ce moment-là que ce récit était le début d'une aventure qui allait bouleverser ma vie, me marquer à tout jamais. Et quand plus tard je me remémorerai les détails de cette quête, je me rappellerai qu'elle avait débuté sur les airs de standard de flûte de Pan qu'on avait enchaîné pendant 800 km. Je voulais voir... Ah, Catherine! Non, Catherine, c'est ma mère. Je suis Léa. Ah, Léa, vous êtes tout le portrait de votre maman. C'est craché. Raymond! Quoi? Raymond! Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, je te dis! Il lui faut toujours revenir. L'appeler, ça suffit pas. Le jour où j'aurai une crise cardiaque, j'aurai beau l'appeler, il viendra pas. Et il me dira qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Léa. C'est qui, Léa? La fille de Solange. C'est qui, Solange? La fille de Catherine. Ah! Et vous venez voir votre grand-mère? Oui. Oh, bah c'est gentil, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue la voir, Solange. Oui, il y a longtemps, avec mes études. Ouais, on comprend, c'est pareil avec nos petits-enfants. Il faut leur vie. Oui, c'est sûr, il faut leur vie. Arrête de répéter tout ce que je dis. En tous les cas, c'est gentil de passer. Oui, et de prendre un peu de temps pour sa grand-mère. Et elle est là? Ah bah non. Et elle va rentrer quand? Oh, bah, dans un jour ou deux, peut-être. T'en dis quoi, Raymond? Oui, dans 2 jours ou demain, peut-être. Et vous savez où elle est? Ah bah oui. Et elle est où? À l'hôpital. À l'hôpital? Vous n'êtes pas au courant? Elle est pas au courant? Elle est morte hier. Morte? Ah, je pensais que c'était pour ça que vous veniez. Bah non, mais je savais pas! Vous êtes venu pour la voir?
De son vivant? Ah oui! Ah bah, c'est tellement gentil, elle aurait été tellement contente de vous voir, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais vous êtes une sacrée pinceuse. Allô? Tu comptais me dire quand que mamie était morte? Comment t'es au courant? Je suis au courant parce que je suis chez elle. Mais comment t'as appris qu'elle était morte? En arrivant chez elle, je te dis. Mais pourquoi t'es allée chez mamie si tu savais pas qu'elle était morte? Mais pour la voir! Pour la voir vivante? Mais oui! Ah, ben c'est une drôle de coïncidence. Je vois rien de drôle. Tu comptes venir quand? Je viendrai pas. On enterre ta mère? Pas exactement. Pas exactement. On l'incinère. J'ai vu avec l'entreprise des pompes funèbres, ils s'occupent de tout. Ah, ben voilà le monsieur des bons funèbres. Ça tombe bien que vous soyez là. Votre mère nous a demandé de nous occuper de ça. Oui, elle nous a dit de faire au mieux. Faire au mieux, c'est dire quoi, faire au mieux? Faire au mieux, ça veut dire que ce soit bien et pas trop cher. Bien et pas trop cher, c'est notre devise. Vous la ferez graver sur votre tombe. Excellent. Voilà la petite fille de Madame Delage. Ah, très bien. J'étais justement venue pour le choix du nom. Alors, en basique, on peut partir sur cette urne en céramique avec des ailes d'ange semblant enlacer les cendres. Un très bel objet que l'on peut exposer dans une salle de séjour pour avoir tous les jours son défunt à côté de soi. Ou encore, cette croix qui semble surgir du soleil qui lui-même a porté dans un magnifique ciel nuageux dont la portée symbolique ne peut vous échapper. La présence divine toujours plus forte que les épreuves. Ou encore, ce magnifique coucher de soleil très évocateur. La plus chère? Cher comment? Cher pour traduire un amour démesuré et inconditionnel pour le défunt pour qui on était prêt à tout donner. Hein, cher comme ça? Et même un peu plus. Et bien dans ce cas, on peut partir sur du bronze. C'est très bien le bronze. Nous avons cette urne funéraire avec un bas-relief représentant l'arbre de vie, Dont la portée symbolique ne peut nous qui échapper. est à 7500 francs. L'amour de ma mère était plus fort que ça. Malheureusement, nous ne disposons pas d'urne pouvant traduire un amour aussi fort, à part peut-être les urnes à 2 places. Mais bon, Oui, non, ça serait d'assez mauvais goût d'amener à ma mère une urne à 2 places. ça pourrait être en effet assez mal interprété. Et bah va pour l'arbre de vie. Et votre grand-mère adorait se promener en forêt. Elle aurait été ravie. C'est parfait. C'était ça, faire au mieux? Pas du tout. Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est ta mère. C'est chargé. Pas très chargée émotionnellement, a priori. Je parlais des décorations, toutes ces feuilles. C'est l'arbre de vie. C'est un symbole. Avec les feuilles sur le haut qui simulent un mouvement vers le ciel. Mamie aurait été contente. Quel genre de fille va pas à l'enterrement de sa mère? Je sais que vous aviez des comptes à régler, mais est-ce que ces moments-là sont pas des moments pour... J'ai appris il y a pas longtemps que ta grand-mère n'était pas ma mère. Et donc, pas ta grand-mère non plus. Donc, tu es allé voir ta grand-mère. Tu as découvert que ta grand-mère venait de mourir. Donc, tu l'as fait incinérer. Mais, tu as découvert que ta grand-mère n'était en fait pas ta grand-mère. Que tu avais fait incinérer une fausse grand-mère. Et que tu ne sais pas si ta grand-mère est morte, enterrée, incinérée, ou encore, soyons fous, encore en vie. Et que donc elle ne serait ni incinérée ni enterrée. C'est ça où je me trompe. Non, c'est bien résumé. J'ai pas l'impression que tu avances beaucoup dans ta quête. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'arrêtes là. On va dormir ici pour la nuit. Allez, rentre. Tu vas pas dormir sous cette température. C'est un sac de couchage pour une personne, je vais pas arriver à rentrer dedans. Allez, je me fais toute petite. Passe à Gauthier. Voilà. À la guerre comme à la guerre. On est pas bien là? À la fraîche? Et puis qu'il pleuve. Moi, ça me dit toujours pas pourquoi on va assez non. C'est là qu'habite Pierre Bion. Il est encore en vie? Je lui ai écrit. Il m'a répondu. Mademoiselle Léa Delage, j'ai bien reçu votre courrier. Je ne peins plus depuis longtemps. Il a arrêté de peindre après la guerre. L'horreur de ce qui s'est passé lui a coupé toute envie et toute inspiration. Et si vous avez encore envie de donner de votre énergie pour montrer mes œuvres, j'en serai ravi.
Cependant, ces œuvres ne font plus partie de ma vie ni de mes centres d'intérêt. Toutefois, je peux vous affirmer que cette toile fait bien partie de mes œuvres. Je pensais qu'elle avait été détruite durant la guerre. Quant à votre grand-mère, ni son nom, ni sa photo ne me disent quelqu'un que j'ai pu connaître. Mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je vous prie d'agréer, mademoiselle. Non. Quand je pense à tous ceux qui tueraient père et mère pour être exposés, et lui il s'en fout, il est juste passé à autre chose. La vie est injuste. C'est justement parce qu'il a cette façon de voir les choses qu'il n'a jamais peint pour rentrer dans une case ou dans une école. Et qu'il a peint en toute liberté, sans se soucier des conventions de l'époque. Moi je trouve ça plutôt bien. Ah, pourquoi tu fais les beaux-arts alors? Justement parce que moi j'ai aucun talent. Si. Non. Si. Non. Si. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites dans le jardin? On vous attendait. On a sonné plusieurs fois, vous n'avez pas répondu. Et comme on a entendu du bruit, on a attendu que vous sortiez. Et vous n'avez pas dit que si je ne sentais pas, c'est que j'avais envie de voir personne? Si, c'est ce que je me suis dit. Et vous êtes quand même là? J'ai pensé que l'importance que j'ai de vous voir était plus importante que l'importance que vous avez de ne voir personne. Qu'est-ce que vous en savez? C'est mon opinion et je le partage. Je suis de ne pas vouloir vous rencontrer. Ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. C'est quoi comme marque, ces fleurs? Ce sont des absinthes. Vous aimez les fleurs? Je déteste ça. Enfin, je peux les voir en peinture, mais dans la vraie vie, je peux pas les voir. Ça tombe bien. Je vous ferai un petit bouquet comme cadeau d'au revoir. Avec plaisir. Vous savez où est-ce que je peux trouver une distillerie? Malheureusement, non. Alors laissez tomber. Peignez-les-moi plutôt et offrez-moi le tableau. J'ai 3 loyers de retard. Ça fait bien longtemps que je ne peins plus. Je sais, depuis la fin de la guerre. Peindre est devenu pour moi une activité dérisoire après tous ces événements. C'est votre opinion? Moi, je pense que c'est justement dans ces moments-là que l'art est le plus indispensable. Peut-être. Je préfère reconstruire des maisons. Vous êtes devenu architecte? Non, maçon. Je vous ai envoyé une lettre il y a quelque temps à propos de ma grand-mère et d'une de vos toiles. Ah oui, je me souviens. Vous aurez répondu. Oui. Merci pour cette fuck off letter. Non, ça fait toujours plaisir de se faire envoyer promener au milieu de formules de politesse convenues et vides de sens. Je peux rien vous dire de plus. En fait, mon enquête a avancé depuis. Et, figurez-vous, vous allez rire, que la grand-mère dont je vous ai communiqué la photo n'est en fait pas ma grand-mère. Et j'ai ici une photo de ma grand-mère. Ah, Elle s'appelait Lucie Artaud. Ah, oui, il y a un air de famille, mais... Non, désolé. Cette grand-mère-là ne me dit rien non plus. Et à propos de la toile dont je vous ai envoyé la photo, vous savez ce qu'elle est devenue? C'est une des premières toiles que j'ai vendues. À l'époque, je montais à Paris pour exposer mes œuvres à la forme de la butte Montmartre. En ce dimanche 15 juin 1934, moi, Jules Despatie, garde champêtre d'honneur de la commune libre de Montmartre, déclare ouverte la 14e foire aux croûtes de la butte. Exposition unique qui permet aux artistes d'exposer leurs œuvres de façon libre, sans entrave, en plein vent, n'importe où et dans une organisation obéissant aux règles de l'anarchie. Vive la foire, vive les artistes, vive la création et vive le vin blanc. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. La lune trop pleine pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Vous êtes le peintre? Ah, oui, c'est moi. Vous avez vendu? Non, c'est la première fois que je participe à la foire aux croûtes. Je suppose qu'il faut un peu de temps. Vous peignez en extérieur? Ah oui, je ne peux pas peindre entre 4 murs. J'ai besoin de sentir le souffle du vent sur moi. Comme si le vent donnait le rythme au pinceau. Plus le vent souffle, plus je peins vite.
que c'est tellement pas réaliste. En fait, je pose mon chevalet devant un paysage, pour le constater, et au fur et à mesure de mon avancée, il y a d'autres paysages qui me reviennent en mémoire. Alors je juxtapose sur la toile, et je rajoute des bocages pour délimiter ces paysages. Ce qui fait que c'est un peu hétéroclite. Mais comment qualifieriez-vous votre style? J'en sais rien, je peins comme ça, à l'instant. C'est quoi ça vaut? Écoutez, je suis propriétaire d'une galerie d'art rue La Turenne à Paris. Voilà ma carte. Ah. Venez me rendre visite, je pourrais être intéressée pour exposer votre travail. Et quelle toile vous intéresse? Celle-là et celle-là. C'est un très bon choix. Du coup, nous allons craquer pour fêter ça. À votre santé. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la rue, mon rêve évanoui. Suzanne devait vraiment croire en mon travail. Les débuts furent parfois difficiles, toujours humiliants. Elle commença par exposer mes œuvres au Salon des Indépendants de 1935. De ma vie, je n'ai jamais autant suscité le rire. Tout le monde se posait la question, mais pourquoi on expose les œuvres d'un enfant de 6 ans? Et nous avons tout entendu. Pour moi, la carrière de peintre s'arrêtait là. Mais Suzanne n'avait pas dit son dernier mot, et exposa mes œuvres dans sa galerie permanente. Et mon travail fut reconnu par Miro et Kandinsky, qu'elle exposait également. Mes œuvres n'avaient pas changé. Je regarde les gens, oui. J'ai pu commencer à vivre de mon art. Et qu'est-ce qui est arrivé à Suzanne? Elle est morte durant la guerre, C'est une des raisons pour lesquelles vous avez arrêté de peindre? entre autres. Et parce que la guerre a volé ma principale source d'inspiration, Qui était? la naïveté. Au fait, qu'est devenue votre grand-mère? Elle est morte en 1940. Comment? La diphtérie. Je n'en sais pas plus sur elle. Je ne connais que cette photo et son nom. Lucie Arton. Et vous n'avez aucune idée de où est-ce qu'on peut trouver ce tableau? Mais la galerie des tailleurs existe encore. C'est sa fille qui la tient à présent. Vous savez, pour moi, ma mère était morte à cause de cette galerie. La reprendre était la dernière chose que je désirais. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous savez, parfois, c'est la vie qui choisit pour nous. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? À votre avis, elle était juive, fervente défenseur de l'art dégénéré, c'est-à-dire à peu près tout ce qui s'est créé après le XVIIIe siècle. Résistante avec une tendance au lesbianisme. C'était une cumularde. Et elle est restée en zone occupée? Pas question pour elle de quitter la vie parisienne. Puis vous savez, à cette époque, on était dans le déni. Plus les lois restrictives et humiliations s'ajoutaient, plus on devenait aveugle. On jugeait inconcevable ce qu'on refusait de voir. Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie dans le ciel par-dessus les toits, y'a de la joie et du soleil dans les ruelles, y'a de la joie partout, y'a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chanter, chanter, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie partout, y'a de la joie. Vive l'occupation! Jamais les cabarets n'ont été aussi gays! Quelle soirée! Tout le monde fait semblant. Tant qu'on pourra chanter Y'a de la joie avec autant de gaieté, tout sera permis. Nous devons quitter Paris. Pars si tu veux, moi je reste. Je ne m'éloignerai pas de mes collections. Mais emmène tes collections avec toi. Mais tu sais très bien que c'est interdit. Depuis juillet 1940, la circulation d'œuvres d'art est interdite. Évidemment, Hitler va empêcher les Français d'emmener les œuvres d'art en zone libre. Tu imagines? Paris vider ses trésors artistiques, ce serait d'une tristesse. Et notre couple? C'est l'homosexualité masculine qui est interdite. Les femmes tiennent tellement en robe subalterne dans la société du Troisième Reich qu'elles peuvent faire l'amour entre elles. Ça ne dérange pas, tant qu'elles sont encore physiologiquement capables d'enfanter un enfant à rien. Mais tu ne peux pas enfanter un enfant à rien. Tu es juive. C'est génétiquement improbable en effet. Le temps n'est pas à la plaisanterie. Tu sais qu'en Pologne, les juifs sont obligés de porter un brassard blanc avec une étoile bleue? Ce n'est pas très saillant en effet. Tu n'es pas drôle. Je suis toujours aussi drôle, c'est mon humour qui ne te fait plus rire. Y'a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle se casquette d'argent, puis elle dit tant pis pour moi si je suis malade, je m'ennuierai toute seule dans mon coin. Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie partout, y'a de la joie.
C'est la vie qui me fait plus rire. Mais ça ne peut pas arriver en France. L'opinion publique n'est pas antisémite à ce point. Il y a eu une perquisition de police à la galerie Steinman. Toute la galerie a été emmenée à l'ambassade d'Allemagne. Et voilà. Mais ils n'ont pas le droit. L'ambassade s'appuie sur une ordonnance allemande autorisant les Allemands à mettre les œuvres d'art en sûreté. En sûreté. Tu vois, il n'y a pas que moi qui ai perdu mon humour. Il n'y a pas que toi qui me fait pas rire. Mais pourquoi les gens ne partaient pas? Les événements étaient à la fois si rapides et si progressifs. En octobre 1940, les Juifs sont exclus de la fonction publique. On écrit Juifs sur les devantures de magasins. Et on autorise l'internement des Juifs étrangers. Les Juifs français pensent qu'ils seront protégés par leur nationalité. En juillet 1941, les entreprises juives doivent être immatriculées. Les Juifs sont exclus de toute fonction commerciale, professionnelle et industrielle. Le 7 février 1942. Une ordonnance allemande impose un couvre-feu aux Juifs de 20h à 6h du matin. Le 3 juillet 1942. Les Juifs ne peuvent plus utiliser le téléphone et les cabines publiques. Le 8 juillet 1942. Les Juifs ne peuvent plus fréquenter les salles de spectacle. Et l'accès au magasin leur est autorisé de 15 à 16h. Le 29 mai 1942. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Le 16 juillet 1942. Les Juifs sont arrêtés de façon massive et internés au vélodrome d'hiver. Voilà le piège qui s'est mis en place, ordonnance après ordonnance, de façon insidieuse. De quoi s'aveugler et continuer à vivre si l'on ne veut pas voir. Et soudain, voilà, je me réveille dans mon lit, donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si on n'a plus rien à dire. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Allô? Allô? Comment ça, le courant n'est pas encore arrivé? Mes toiles ont quitté l'entrepôt de Pantin à 7h ce matin. Elles devraient être arrivées à Cheverny depuis longtemps. Non, je ne suis pas énervée. Non, je vous parle calmement. Mais ne raccrochez pas. Je vous demande de ne pas raccrocher. Je vous ordonne de ne pas raccrocher. Mais ne raccrochez pas. Il m'a raccroché au nez. Ils ont aucune nouvelle du camion. Je te l'avais dit. Tu m'aides beaucoup là, je te l'avais dit. C'est une phrase qui n'a jamais aidé personne. C'est une phrase qui agace et qui ne sert qu'à ça. Elle ne sert qu'à énerver. Ne t'énerve pas. Mais c'est toi qui m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a quelqu'un? Madame Suzanne Détailleur? Qu'est-ce qui vous prend de faire éruption chez moi là, comme ça? Silence! Nous venons d'intercepter un camion qui contenait de nombreux tableaux vous appartenant. Vous savez qu'il est interdit de déplacer des œuvres d'art en zone occupée. Qu'est-ce que vous avez fait de mes toiles? Nous avons l'ordre de confisquer toutes les œuvres d'art qui restent de votre galerie. Exécution! À vos ordres, Maître Führer. Et de quel droit? Suzanne, tais-toi! Je ne me tairai pas. On a de moins en moins de droits, mais les droits que j'ai encore, je veux les faire valoir. Vous devriez le prendre sur un autre ton. Je le prends sur le ton que je veux. En tant que juif, vous n'avez pas le droit de faire de commerce d'art. Je suis française. Plus pour longtemps. Mes toiles n'intéressent pas le Troisième Reich. Laissez-nous tranquilles si cela ne vous intéresse pas. Là, c'est un Kandinsky. Ce sont des toiles qui vous passent complètement au-dessus de la tête. Pas de réalisme, pas de scènes campagnardes où on observe les familles paysannes vivant au rythme des saisons et des labours au milieu de leur basse-cour. Pas d'héroïsme, pas de virilité. Ça ne vaut rien, ce n'est pas de l'art. Alors laissez-nous tranquilles si cela ne vous intéresse pas. Vous allez nous suivre. Vous allez nous brûler, c'est ça? Vous avez du feu? Emmenez-la. Cette toile s'appelle Complexité Simple. C'est une association très équilibrée de formes géométriques, comme celle-là, ou de formes organiques. On se croirait devant un organisme vivant. Tout est harmonie, tout semble fugace, tout est musical. Je ressens la même chose devant ce tableau que devant une symphonie. Je vous la confie. Quel est votre prénom? Ne répondez pas, soldat. Moi, je m'appelle Suzanne. C'est mon père qui m'a donné sa passion pour la peinture. Il faudra rester des heures devant une toile pour m'expliquer les moindres détails qu'on voit après être réellement entré dans la toile. Suivez-moi, madame. Appelez-moi Suzanne. Ah, il tombe à la chie. Tu croyais quoi? Qu'ils allaient me garder ad vitam aeternam? Il y a des fois où je me demande si tu vois ce qui se passe. Tu ne vois le monde
monde que par le prisme de tes toiles. La vie, ce n'est pas que des tableaux. Mais quel tableau? J'ai plus de tableaux. Tu devrais être contente. Je suis dans le monde. Alors excuse-moi de regretter que l'absence de mes tableaux m'oblige à regarder ce monde sans couleur. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais partir à Londres combattre aux côtés du général de Gaulle. Tu vois, j'ai beau être omnibulée par mes tableaux, mais je sais qui est le général de Gaulle. Tu ne pourras jamais rejoindre Londres. Je connais quelqu'un qui peut m'y emmener. Qui ça? La fille de Francis Picabia, Gabrielle. Nous sommes en train de mettre en place des filières pour exfiltrer en zone libre des prisonniers évadés et des aviateurs abattus. Si tu veux, je peux parler de ton cas. Tu me connais, je peux être utile quand je me bats pour les choses. Je sais que c'est pas pour rien que ton métier on t'appelle le bulldog. Comment ça on m'appelle le bulldog? Ah, tu savais pas? Bah non, je savais pas. Ah, désolée, je pensais que tu savais. Tu savais toi? Je savais quoi? Fais pas l'idiote, mon surnom, le bulldog. J'en avais déjà entendu parler. Je ne savais pas qui t'était adressé. Bon, tu sais que je ne lâche rien. Oui, c'est ça. Bulldog, c'est un compliment. Maintenant, il y a d'autres moyens de résister. La résistance en zone occupée est en train de s'organiser. Nouveaux réseaux sont en train de se créer. C'est trop dangereux. C'est effectivement très dangereux. Mais je ne peux pas avoir peur. Je dois récupérer ma vie, je dois récupérer mes tableaux, je suis morte. Évidemment, elle est restée. Elle a ensuite intégré le réseau qui est devenu le fameux réseau Gloria, qui était chargé de recueillir des informations militaires navales, et qui était composé notamment d'artistes et d'intellects. Et comme tous les réseaux, il a été infiltré par un traître, l'abbé Allais, qui les a vendus aux Allemands. J'emploie le terme vendu à dessein, car pour chaque personne dénoncée, il touchait une prime. Il a même poussé des jeunes de sa paroisse à se lancer dans la résistance pour les dénoncer par la suite. En août 1942, alors qu'elle transportait des microfilms sur les défenses terrestres de Dieppe, ma mère est arrêtée. En quelques jours, le réseau est démantelé et 80 personnes sont arrêtées. Et qu'est-ce qu'est devenu Suzanne? Ce qui est arrivé aux résistants qui se faisaient attraper. Interrogatoire à la prison de la santé. On sait ce qui se cache derrière ce mot interrogatoire. Puis déporté à Ravensbrück en tant que détenu NN. Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Elle n'est jamais revenue. On connaissait très peu de monde. T'étais extrêmement cloisonné. Vous recevez des instructions d'une seule et même personne. J'étais agent de liaison. J'étais chargé de transporter des documents. Cela pouvait être des documents transformés en microfilms par des photographes. J'ai même croisé Samuel Beckett. Il était chargé de traduire des documents en anglais. Puis on déposait ces microfilms à une boîte aux lettres. Une vraie boîte aux lettres. Ou une personne. Avec mot de passe et signe de reconnaissance. Puis un jour, quand vous déposez ces microfilms à cette boîte aux lettres régulière, tu croises son regard. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'elle veut te parler. Parler au sens propre. Mais tu continues ton chemin, sans regarder en arrière, troublé. Et tu te dis que tu t'es fait des idées. Et puis il y a un homme qui marche à côté de toi. Et un autre, de l'autre côté. Et tu sais. Tu sais que ça ne sert à rien de parler. Tu ne décides plus de ta destination. Ils ne t'ont même pas touché. Une voiture qui s'arrête, une porte qui s'ouvre. Tu t'y engouffres. Ils ne t'ont même pas touché. C'est fini. Je n'ai plus jamais revu ma mère. Mais je vous parle de ça. Pour ça. En 1947, une femme qui avait été déportée à Ravensbrück avec ma mère m'a donné ce cahier. Elle a dit: cet escalier qui maintenait votre mère en vie.
Chaque jour de déportation, elle écrivait dedans. Le relisait régulièrement, pour elle-même ou pour nous. C'était une simple suite de descriptions de tableaux. Elle disait qu'elle avait eu la chance que tous ces tableaux soient passés entre ses mains, qu'elle les décrivait pour qu'ils soient encore présents dans ses yeux. Car c'est en prenant le temps de décrire les grandes lignes d'un tableau que d'autres détails reviennent à la mémoire. Comme lorsqu'on voit un tableau pour la première fois. On voit d'abord ce que le peintre a voulu que l'on voit en premier. Mais si l'on s'attarde, on voit tout ce qu'il y a derrière. Les petits détails. Ce qui fait que le tableau tient. Le cahier dans un triste état. Pourtant, elle y faisait plus attention qu'à elle-même. J'ai proposé une tasse de thé à cette dame, mais elle a refusé. Elle ne voulait pas s'attarder. Sans doute pour mettre un terme à l'une des missions qu'elle s'était imposée et pouvoir au plus vite tout oublier. Je lis un passage. Ce n'est pas un tableau, c'est un rêve. C'est le bonheur. Deux amants qui se tiennent par la main. Elle qui s'abandonne à la légèreté. Elle flotte dans les airs comme un ange. Lui est planté dans le sol. Il semble la retenir comme s'il lui montrait qu'il sera toujours là. Et je revois leurs mains. Il ne la tient pas. Elles sont délicatement posées l'une sur l'autre, comme aimantées. Les deux personnages attirés l'un vers l'autre. Que de la douceur. Amour transcendant, irrationnel. Amour planant. Le vol symbolisant l'amour extatique. Pas de gravité dans l'amour. Alors elles volent. Alors leurs visages sont joyeux. Trouver la légèreté, s'envoler, flotter dans les airs. Aucune main pour me retenir, s'échapper. Aller au-delà du brouillard, au-delà de la nuit. Ici, pas d'amour. Je n'ai jamais été aussi maigre et je ne me suis jamais sentie aussi lourdement clouée au sol. Vous reconnaissez ce tableau? Des personnages qui volent. Le peintre du cœur, Chagall. Mais je ne reconnais pas ce tableau. C'est La Promenade, dans lequel il s'est peint avec Bella, l'amour de sa vie. À sa mort en 1944, il écrivit « Tout devint noir dans mes yeux ». Cette citation me fait penser à ma mère. Des descriptions de tableaux souvent luxuriantes de gaieté pour maintenir coûte que coûte un peu de couleur dans sa vie. Ah. Je crois que c'est la description du tableau qui vous intéresse. Un vaste paysage où des habitations éparses semblent poser de façon maladroite sur des sols en pente, comme des maisons en carton qu'on poserait sur le sol. Pas de perspective, tout semble si léger, si innocent, si insouciant. Une palette de couleurs riches et d'une grande justesse. Oui, ça y ressemble. Nous avons récupéré très peu de tableaux de nos collections. Ils ont été stockés un temps au jeu de paume, comme toutes les œuvres spoliées. Vous devriez rencontrer Rose Valland. Elle a fait partie des célèbres Monument Men qui a répertorié au péril de sa vie toutes les œuvres passées par le jeu de paume et leur destination. Vous croyez que je peux photocopier ce passage? Prenez le temps de le recopier. Ça a été un effort et un risque constant pour ma mère d'écrire ces lignes. Regardez comme l'écriture est rapide. On sent l'épuisement, le froid. Elle s'arrête au milieu d'un mot et reprend n'importe où, comme si elle l'écrivait dans le noir. Prenez le temps de le recopier. Madame Valland, c'est la photo que j'ai reçue. Vous savez, ce n'est pas le genre de toile qui a intéressé le Troisième Reich. Il s'était arrêté au XVIIIe siècle. EK. Deux initiales qui marquaient la quasi-totalité de la création contemporaine. Untartete Kunst, art dégénéré, enjoué. J'imagine que l'art naïf était le fer de lance de cette Untartete Kunst. Oui, mais tous les mouvements contemporains étaient concernés. Impressionnisme, expressionnisme, dadaïsme, cubisme, futurisme. Les nazis avaient organisé une exposition en 1937 réunissant des toiles de l'art dégénéré, afin de les clouer au pilori de l'opinion publique. Tous les moyens étaient bons. Ainsi, à côté d'œuvres expressionnistes, ils avaient placé des photographies de malades mentaux. Les commentaires des toiles étaient insultants. On affichait les prix d'acquisition afin de susciter la colère des Allemands qui se débattaient depuis de longues années avec une grave crise économique. Hitler, dans son discours d'inauguration, dit « Et que produisez-vous? Infirme et idiot, tordu et affaibli, paysages sombres et paysans courbés, des femmes qui ne peuvent que provoquer le dégoût, des hommes plus proches des animaux que des humains, des enfants qui, s'ils existaient sous cette forme, seraient immédiatement considérés comme une malédiction divine. » Pourquoi les gens s'acharnaient-ils à voler toutes ces œuvres qu'ils méprisaient? L'argent. Si les nazis n'accordaient aucune valeur à ces toiles, ils savaient que d'autres seraient prêts à mettre la main à la poche pour les acquérir. Il y eut des transactions aberrantes. Pour une modeste toile d'un maître ancien de qualité discutable du XVIe siècle, un marchand reçut en paiement
Un Braque, un Cézanne, un Degas, un Renoir, 3 Matisse, un Corot, un Sisley et un Picasso. Quand même. En temps de guerre, il y a toujours des affaires à faire. Et pour l'art naïf, les Allemands payaient quasiment les œuvres au poids. Et des pierres bouillot sont passées par le jeu de pommes. Oui, la collection des tailleurs est passée par le jeu de paume. Toutes les grandes collections d'art possédées par les Juifs étaient centralisées, pillées et centralisées, au musée du jeu de paume à Linz, en Autriche. Sont devenues les œuvres de la collection des tailleurs. Une grande partie des œuvres ont brûlé. Il fallait faire de la place. En juillet 1943, à peu près 600 toiles ont été brûlées et vandalisées aux Tuileries, celles qui paraissaient n'avoir aucune valeur d'échange pour les nazis. Quand on sait qu'ils ont brûlé des Picasso, des Miro, des Léger et des plis. Là où l'on brûle les livres, on finit par brûler les hommes. C'est à ce moment-là qu'une grande partie de la collection des tailleurs est partie ensemble. Oui, mais on sait par cette photo que le bouillot a réchappé à cette auto d'affaires. Que sont devenus les tours rescapés? On n'a plus de traces du bouillot après cette date. La toile a pu être volée par tellement de monde. Les rapaces nazis étaient partout. Au jeu de paume ou pendant le transport vers l'Allemagne, on a même retrouvé un tableau de Peter Vogel l'Ancien dans une ferme près d'Aix-la-Chapelle. Il avait été donné par un soldat allemand à une jeune paysanne en échange d'une nuit d'amour. Soit la nuit avait été d'un torride au-delà de l'imaginable, soit les connaissances du soldat dans le domaine de la peinture flamande du XVIe siècle étaient déficientes. Bref, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Même une botte de foin peinte par Van Gogh. J'attends personne, c'est fermé! C'était ouvert. Tu t'es remise au travail? Il reste 15 jours avant l'examen, tu crois que tu vas y arriver? Je peux voir? Y'a rien de secret. Qu'est-ce que c'est? C'est pas avec de la cendre. Je veux plus utiliser de peinture. Oui. Mais enfin, du coup, c'est gris. Enfin, c'est sombre, il n'y a plus de couleur. Je trouve ça très coloré. Très lumineux au contraire. Les différentes teintes de sombre sont très variées. Et tu en fabriques facilement. Tu manques de matière première, tu fumes des cigarettes. C'est une esthétique du désastre. C'est magnifique. C'est beau ce vol de corbeau là. C'est pas des corbeaux, c'est des aigles. Oui, mais enfin, vu qu'ils sont noirs, ça fait plutôt corbeau. Et c'est plus raccord avec ce paysage apocalyptique. Le paysage est désolé. Il ne reste plus rien. Il ne peut pas être détruit puisqu'il ne l'est déjà. Et pourtant, il règne encore une atmosphère de menace. Comme si le sort pouvait encore une fois s'acharner sur cet endroit sans vie. Et si tu brûles tes toiles avant l'examen, ça fera de la matière première. T'es venu pour casser mon travail? Non. Je suis venue à propos du bouillot. J'arrête pas d'y penser. Laisse tomber. J'ai tiré tout ce que je pouvais de cette aventure. Apprendre que ma grand-mère n'est pas ma grand-mère, que ma mère est une menteuse et que ma vraie grand-mère est morte pendant la guerre. On va arrêter le massacre. Soyons pragmatiques. Disons-nous qu'il est quasi impossible de retrouver la toile de bouillot si elle a disparu pendant son trajet vers l'Allemagne. Merci pour cette remarque, avec ça on avance. Par contre, si elle a été dérobée pendant le jeu de paume, par exemple avant d'être jetée dans les flammes, ça réduit le nombre de voleurs potentiels et rend notre recherche possible. Donc, partons du principe que c'est ce qui s'est passé. Les toiles de l'art dégénéré étaient reléguées dans les salles les plus reculées du musée. Les chambres d'horreur, comme les appelaient les nazis. Fallait surtout pas les mélanger avec les vraies œuvres d'art. Elle a pu être dérobée par un grand nombre de personnes. Oui, mais nous avons encore le cachet de l'enveloppe qui contenait la photo du bouillot. L'enveloppe de Hens, en Autriche. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Roswell. Allô? Allô Léa? Non, c'est Astrid. C'est Rose Valland à l'appareil. Écoutez, je n'ai aucune certitude, mais en effet, il y a un profil qui pourrait correspondre à la personne que vous cherchez. Je me souviens de cet homme, Friedrich Werner. Un petit homme discret, se cachant derrière ses lunettes.
Il était un de ces experts allemands qui hésitaient entre la chance de travailler à Paris et la culpabilité de participer à cette entreprise de raquette d'État. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça pourrait être lui? Il enseignait à l'université de Linz. C'était une vingtaine de kilomètres de Hens. J'ai trouvé une adresse. 1316, Schlosserstrasse. Qu'est-ce que tu fais? Je prends 2-3 affaires et on y va. Tu préfères pas qu'on appelle avant? Faut pas laisser des surprises. Tu parles autrichien? Les Autrichiens parlent allemand. Parce que tu parles allemand. Ils parlent très bien anglais. Parce que tu parles anglais. Non, on communiquera avec des gestes. Tu comprends ce que je veux dire là? Oui. Des promesses, toujours des promesses. Tu sais lire? Avec les compliments de votre grand-mère. C'est écrit quelle langue? En français. En français. Voilà, nous communiquons en français. Parce que tu parles français. Y'a quelqu'un? Arrête de hurler. Il est 1h du matin, on est en plein milieu de la nuit. C'est justement parce qu'on est en plein milieu de la nuit que je hurle. Si je hurle pas, comment veux-tu qu'il se réveille? On reviendra dans maman. Vers là, seul. Madame! Vous savez s'il y a quelqu'un dans cette maison? Vous parlez français? Nein. Je crois que ça veut dire non. Do you speak English? Nein. Madame! Idioten! Attendez. Quiet. 1 moment, please. Is it the house of this man? Ouah, personne ne parle anglais aussi mal. Dieser ist nicht mehr von dieser Welt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ist tot. Je crois qu'il est mort. Il est mort égorgé! Mais non, il est pas mort égorgé. Mais pourquoi fait ce geste? Il est pas mort égorgé! Ce geste veut pas dire qu'il est mort égorgé. Ce geste veut dire qu'il est mort tout court, de n'importe quoi. Quick. Rufen sind unter dieser Nummer an. C'est un numéro de téléphone. Ça m'étonnerait qu'il réponde s'il est mort. Et le sens de l'hospitalité, ça vous dit quelque chose? Bonjour, je suis Ether, le fils de Friedrich Berner. Astrid, Léa, Astrid. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pardonnez mon français. Pas de soucis, on peut pas tous être doués en langue étrangère. Nous sommes là pour ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu un besoin vital de comprendre pourquoi on m'a envoyé ceci. Ya, c'est mon père qui vous a envoyé cette lettre. Juste avant de mourir? Non, il est mort il y a 1 an, quasi jour pour jour. C'est impossible. J'ai reçu cette lettre il y a moins d'un mois, car d'être caché de la poste. Pour être plus précis, mon père a écrit ces mots et votre adresse sur la photo, et c'est moi qui l'ai envoyé, après sa mort. Il a fait laisser un tas de lettres adressées qu'il ne s'était jamais décidé à envoyer. J'ai trouvé. Et après, sur son lit de mort, il m'a fait ordonner de les détruire. Je n'ai pas tenu ma promesse. Il avait toujours été un mauvais père, je pouvais être un mauvais fils. J'ai trouvé ces lettres, elles n'étaient pas signées, je les ai envoyées telles quelles. Vous êtes les premières personnes qui me contactent suite à ces envois. Et c'est donc vous qui allez me décharger d'un poids énorme. On a l'héritage qu'on mérite. Qu'est-ce que c'est que ce bois? Vous allez comprendre. Les murs sont couverts de tableaux. Ce sont des copies? Il n'y a que des originaux. C'est un Paul Klee, mais il y en a pour une fortune. Mon père travaillait au jeu de paume, à la gestion d'étoiles dont les nazis ne voulaient pas. Le EK. Ya, vous êtes au courant. Relégué dans les sous-sols insalubres, les couloirs. Oui, les volets étaient un moyen d'éviter la destruction. Ya, mon père s'est réfugié un temps derrière ce genre d'argument. S'il avait rendu l'étoile après la guerre, j'aurais pu avoir votre indulgence. Il s'est constitué son propre musée. Il s'est bâti sa propre prison, sa punition. Il s'enfermait ici de longues heures, seul. Il était l'otage de cette toile qu'il ne pouvait pas partager, écartelé entre les merveilles qu'il avait sous les yeux et le fait qu'elle lui renvoyait à la figure son passé de pire. Il a passé sa vie rongé par la culpabilité. Il possédait ses toiles, mais il y avait laissé son âme. C'est un Picasso? Ya, elle est là aussi. Et qu'est-ce que ça va devenir? Juste avant sa mort, mon père a pensé tout brûler. Il avait amené des bidons d'essence. Je ne sais pas s'il avait pensé se placer au centre du brasier. Mais l'amour de l'art a été plus fort que la sauvegarde de son honneur, ou de ce qu'il en restait, à moins qu'il ait renoncé tout simplement par lâcheté. Les quelques jours qui ont suivi sa mort ont été terribles pour moi.
Que faire de tout ça? Il était hors de question que je dénonce mon père. Je ne me le pardonnerai jamais. C'est alors que j'ai trouvé ces lettres. Mon père avait cherché les vrais propriétaires des œuvres qu'il avait spoliées. Il leur avait écrit un mot derrière la photo de leur toile. J'ai envoyé ces photos, telles quelles. Mais alors pourquoi, avec les compliments, votre grand-mère? Vous allez comprendre. Voilà la toile. De Bouillon. La toile. Elle est magnifique. Regardez mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde? On reconnaît bien la patte du Bouillon. La signature? Eh oui, le tableau a dû s'abîmer pendant un de ses transports et il a révélé une signature sous la signature du Bouillon. Mon père l'a mise à jour et c'est ce nom, Lucy Artaud, qui est apparu. La plupart des artistes signent leur toile après l'avoir peinte. D'autres ne la signent jamais car ils estiment qu'elle n'est jamais terminée et d'autres la signent sur la toile blanche, avant le premier coup de pinceau, comme Séraphine de Senlis par exemple. Vous voulez dire que... À la fin de sa vie, mon père a fait beaucoup de recherches pour retrouver les ayants droit des œuvres qu'il avait dérobées. Et je pense qu'il s'est passionné pour cette toile le jour où il a trouvé cette signature cachée. Voilà le dossier de ses recherches. Il est à vous. Je vous préviens, l'histoire est assez dure. C'est un gros dossier. Mon père était très méticuleux. On peut pas avoir que des défauts. Je vous laisse ce dossier à une condition. De toute façon, je repars avec, mais dis toujours. Je voudrais que vous dénonciez mon père. Faites-le vous-même. Je n'en ai pas le courage. Ça, c'est mon histoire, et ça, c'est votre histoire. Et je ne participerai pas à son absolution. Léa, ralentis, on va se cracher. J'en ai marre de ralentir, ça fait des années que je vais au ralenti. Maintenant je fonce, je rentre dans l'arc, j'en ai marre qu'on me prenne pour un jambon. Attention, il y avait un CD de passage. Il va falloir qu'il s'explique, tu m'entends? On va lui demander qu'il s'explique, mais calmement. Je t'en foutrais, je peux plus parler parce que je suis traumatisée à cause de la guerre. Je peux plus parler parce que j'ai jamais su parler, parce que j'ai jamais eu aucun talent, parce que je suis un part du dimanche. Avec son petit ton mielleux là. J'ai jamais pu le sentir ce mec. Hein. Tu disais que tu le trouvais charmant. Je disais ça, mais je sentais qu'au fond de lui il y avait quelque chose de faux. Tout respirait l'hypocrisie, je sentais le... Ah, il me dégoûtait. T'es très énervé. Et je le comprends, mais... Freine. Je freine. Non, tu freines pas, le frein c'est la pédale du milieu. Je vais exploser. C'est la voiture qui va exploser. Et je pourrais m'en foutre si j'étais pas dedans. Comment tu vas l'aborder? Attention Léa, ça va vraiment pas le faire. Freine. Ah! Vous avez vu? Vous travaillez à l'auberge, non? Oui, je suis en apprentissage. Vous voulez voir ma toile? Non. Ah, bon, d'accord. Vous peignez quoi? Comment ça, qu'est-ce que je pense? Je pense que j'ai sous les yeux. Cette petite colline avec ce ruisseau qui serpente. Mais il n'y a pas de ruisseau. Ah, ce cours d'eau, là, c'est quoi? C'est la goulotte du Traînefeuille. Donc, je peins la goulotte du Traînefeuille. Non, vous me peignez une partie de la goulotte du Traînefeuille, puisqu'elle s'étend jusqu'à Tiberville. Oui, je ne peins que le modeste tronçon que j'ai sous les yeux. Ça n'est pas très ressemblant. Vous trouvez? Bah oui, là-bas, la goulotte, elle coule. Et sur votre tableau, elle est immobile. Vous avez raison, vous avez raison. Vous êtes un grand peintre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré votre grand-mère. C'était votre portrait craché. Colère en moi. Laissez ma colère tranquille. Elle venait me voir tous les après-midi après son service. Elle adorait me regarder peindre. Elle adorait peindre. Et de fil en aiguille. Oui, pas besoin de faire un dessin. Une petite soubrette, pour un peintre parisien, c'est pratique. Les nuits peuvent être fraîches en cette saison.
Elle m'a indiqué les meilleurs endroits pour installer mon chevalet. Elle connaissait la région comme sa poche. Elle avait un regard et une sensibilité hors norme. Et un jour, j'avais installé un second chevalet à côté du mien. Ça y est, c'est fini, vous pouvez regarder. Mais c'est indécent. Tu vas pas qu'un verso de la colline? Oui, l'autre versant avait pensé à un autre paysage. C'est une clairière dans la forêt du Tronçon. Bah, du coup, j'ai préféré peindre cet autre paysage. De mémoire? Oui, j'y passe presque tous les jours. Mais- Il ne faut pas faire ça. C'est toi qui m'as dit qu'il ne faut pas peindre ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent. Touché. Tu vois cet amas de couleur vert qui représente ces herbes là-bas? Regarde bien. Il y a tellement de couleurs dans ces herbes, tellement de mouvements, et finalement tellement peu de vert. Mais quand je regarde ce paysage, c'est cette couleur qui me vient, c'est ce vert. Et les contours ne sont pas si nets. Mais ils sont nets dans ma tête. Et il manque quelque chose à ton œuvre. Je ne vois pas un baiser? Ta signature. Non, c'est toi qui devrais signer. C'est ton matériel, c'est toi qui as choisi l'endroit. Je te l'offre. Voilà, à Pierre Bouillot. Tu es déçu? Tu voulais autre chose de moi? Je veux, toi. Oui, prends-moi ici. On va s'allonger ici dans l'herbe que j'ai peint en verte. La lumière est en train de changer. Peut-être que j'aurai envie de peindre l'herbe d'une autre couleur après. Tu veux pas finir de peindre avant? C'est toi, ma lumière. Il faut que je peigne. Là, maintenant? Oui, je peux prendre une autre toile. Oui, vas-y. En fait, après-demain, je partirai à Paris. Il faut que je vende quelques œuvres et que j'en expose d'autres. J'en profiterai pour acheter du matériel. Tu pourras vendre mes toiles. Exposition qui est très importante pour moi, tu peux le comprendre. Oui, je sais, je te fais marcher. Mais tu sais ce que je voudrais? Moi? Oui, toi, mais en dehors de toi. Rien d'autre en Bordeaux. Je voudrais que tu emmènes 2 de mes toiles. Pas pour les exposer, mais pour les mettre dans un petit coin caché. Il n'y aurait que toi qui puisses les voir. Pour que tu penses à moi et que tu n'oublies pas de revenir quand tu auras vendu toutes tes toiles. Attention à ta perspective. Laisse-moi tranquille. Je ne les ai même pas accrochés. Je les ai juste posés négligemment au pied de ma chaise. Je ne voulais pas qu'elles prennent trop de place. Surtout qu'on ne les voit pas. Qu'elles dénaturent mes œuvres, mais même cachées, on voyait qu'elles sont ces œuvres qui ont intéressé Suzanne Détailleur. La célèbre galeriste Suzanne Détailleur, qui voulait s'occuper de l'artiste qui avait peint ces toiles. Tout ce dont j'avais rêvé. Elle n'a même pas regardé mes toiles. Elle est partie, comme ça. C'est à cet instant précis que la beauté des toiles de Lucie m'a sauté au visage. Ces heures qu'elle avait signées de mon nom. Tu as vendu mes œuvres? Mais qui a pu les acheter? Oh, de sang du genre anglais. Tiens, le fruit de ton travail. 20 francs. 20 francs? Mais c'est énorme. Tiens, je te rends 10 francs pour le matériel et 10 francs qu'il me reste. Ça te va? Non, c'est trop, voyons. Les 10 francs qui me restent, j'aimerais bien que tu t'en serves pour acheter d'autres toiles et de la peinture quand tu iras en ville. Tu veux bien me reprendre le bleu que tu avais avant? Le bleu de cobalt, c'est du bleu lumineux. Non, je préfère l'autre, il est plus profond. Le bleu célérien, c'est du bleu céleste. Oui, j'adore peindre avec le bleu céleste. Donc, au padron, bleu céleste. Mais, qu'est-ce que tu fais? Bah, je signe ma toile. Maintenant que je les vends, je peux les signer. Mais tu ne veux pas peindre avant? Comme ça sera fait. Tu aimes ma signature? Je suis une de tes œuvres. Peins ma joue. Ça aurait dû être les plus belles années de ma vie. Nous peignions toute la journée et nous nous aimions toutes les nuits. Elle peignait frénétiquement. Le spectacle d'avoir peindre éclipsé les paysages que nous avions mis des heures à découvrir. Et le soir, elle m'abandonnait son corps. Comme si elle se déchargeait pour moi de toutes ses émotions, de toutes ses tensions, de
de toutes ces couleurs qu'elle avait emmagasinées dans la journée. C'était le paradis. Et pourtant, je liais ça comme si c'était l'enfer. Je n'étais que frustration, aigreur, jalousie. J'étais rongé de l'intérieur. Je la haïssais. Elle n'avait pas fait d'études. Elle n'avait jamais vu un tableau de sa vie. Elle touchait un pinceau pour la première fois et arrivait à coucher d'une beauté que je n'arrivais même pas à toucher du bout du doigt parce que je savais que ce que je peignais n'était que médiocrité. Vous avez continué à vous approprier ces tableaux. Oui, je signais au-dessus de sa signature. Et Suzanne prenait tous ces tableaux et les exposait. Faisait de moi un artiste reconnu. Mais vous saviez que ça ne pouvait pas durer. Je n'étais plus moi-même. Et même au moment où je finissais par croire que c'était vraiment moi qui avais peint ces tableaux, je me disais que ces toiles allaient me rendre célèbre, côtoyer des gens importants, et qu'une fois reconnu, je pourrais escamoter ces premiers tableaux. Et si elle découvrait ce que vous faisiez de ces tableaux? J'étais terrifié par cette possibilité. Même si je savais qu'elle habitait au fin fond de la campagne, à milieu du monde artistique, et qui était sûre qu'elle ne l'apprendrait jamais. Et vous continuez à lui donner 10 francs par tableau, tout en déduisant le frais d'achat des peintures et des toiles? Oui. Si j'avais donné plus, il aurait pu avoir des soupçons. Elle était si heureuse. Elle était si heureuse. Elle était si heureuse, mais fermez-la! Elle était heureuse parce que vous la mainteniez dans l'ignorance, tout en prenant soin d'elle, lui donnant juste ce qu'il faut pour qu'elle ait l'impression que sa vie était meilleure que ce à quoi la condition sociale est destinée. Mais une autre vie s'ouvrait à elle, une qui pouvait la faire grandir. Parce que qu'est-ce qu'elle est devenue après tous ces moments de béatitude que vous lui avez laissé vivre? Elle a fini comment? Elle m'énerve! Ça a fini comment? Je pars encore à Paris? Je suis victime de mon succès. Emmène-moi avec toi. Tu sais bien, c'est tellement ennuyeux. Il y a quelqu'un d'autre là-bas? Comment tu gardes ça? J'ai très qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre là. Bah alors emmène-moi avec toi. La prochaine fois, promis. Non, je veux venir cette fois. C'est pas possible. J'attends un enfant. Mais si tu veux, je peux ne pas le garder. Non, mais tu es enceinte? Tu es fâché? Non, je suis simplement surpris. Ce sont des choses qui arrivent quand on fait ce qu'on fait. Viens dans mes bras. On peut le garder alors? Mais oui, on le garde. Voyons. Je pensais que tu serais fâché. Je vois que ta vie t'emmène de plus en plus à Paris. Qu'il n'y a pas de place pour moi là-bas. Tu es enceinte depuis quand? Je sais quand ça s'est passé. C'était le premier samedi de mars. Ça s'est passé cette fois-là. Je l'ai senti. Je sens que c'est un garçon. Ce sera la plus belle de mes œuvres. Le lendemain, je suis parti pour Paris. Je ne suis jamais revenu à l'Hérisson. Vous êtes parti comme ça, du jour au lendemain, comme un voleur. Un enfant, je ne pouvais pas. Je sais pas ce qui me retient de vous arracher les yeux! Pas moi! Je t'ai donné un passe. Il fallait que j'en sorte. J'ai placé les derniers tableaux qui me restaient de Lucie. J'ai pris un maximum de contacts pour placer une propre toile. La côte ne cessait d'augmenter. La côte de Lucie! Oui. La côte de Lucie. Et plus sa côte augmentait, et plus je me retrouvais dans une situation inextricable. Et plus mes propres œuvres étaient rejetées. J'ai changé de style. J'ai essayé de la copier. Peindre quand même. Comme un enfant. D'oublier toutes les règles que j'avais apprises. C'était de pire en pire. Je n'ai jamais vendu un seul tableau. Vous me faites pitié. C'est cette reconnaissance qui fit mon malheur. C'est tout ce dont j'avais rêvé, qui me priva d'une vie de bonheur avec Lucie, la seule femme que j'ai aimée, et qui m'ait aimé. C'était en 1937. En septembre 1939, j'ai été mobilisé. Puis la guerre a éclaté. J'ai été fait prisonnier de guerre en Allemagne en 1940. J'ai travaillé dans une exploitation agricole. On était bien lotis, on avait à manger, on nous traitait bien. J'ai été libéré en 1945. Je suis retourné à Paris. J'ai essayé de reprendre contact avec le milieu artistique. J'étais fatigué. J'ai arrêté de peindre. Un biographe a parlé des chocs suite à la découverte des horreurs de la guerre. Je trouvais ça bien. Alors, j'ai perpétué l'histoire.
Je suis retourné en Allemagne, dans une exploitation agricole dans laquelle j'avais travaillé, et où j'avais déjà pris place dans le lit de la propriétaire, qui était morte à la guerre. Je suis resté 20 ans. Vous vous êtes caché. Je ne savais pas que Lucie était morte durant l'exode. Donc vous me dites que c'est dommage d'avoir fui pour l'Allemagne alors que la seule personne qui pouvait vous démasquer était morte. Pensez-en ce que vous voulez. Oui, j'ai toujours pensé ce que je voulais. Et je suis tellement en colère, parce que ça aussi c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a que des mensonges dans cette histoire. Parce qu'elle n'est pas morte pendant l'exode. Elle est encore vie? Pas besoin de refaire vos valises pour l'Allemagne. Elle est bien morte. C'est ma mère qui m'a tout raconté. Je sais pas ce qui me retourne vers ce jeu. Salopendre. Ah bah ça a l'air d'aller. Comme tu m'as prévenu, je pensais que tu étais entre la vie et la mort. Désolée de te décevoir. Dommage, tu n'as pas perdu ta causticité. Des fois un accident, ça peut remettre les caractères en place. Je suis toujours la même. Ça c'est décevant. Tiens, c'est pour toi. Lis. Maintenant, C'est sur ta mère. la vraie ou la fausse? La vraie. Lorsque j'ai su que ma mère n'était pas ma mère, j'ai exigé des explications. La personne qui m'a élevée a fini par tout me raconter. Le premier jour de sa grossesse, ça avait été la journée la plus chaude de la saison. Toute la journée, on s'était demandé quand est-ce que qu'on n'échapperait pas à l'orage. Et en fin de journée, ça n'avait pas manqué. Elle avait couru sous la pluie, au milieu des éclairs. Elle adorait l'orage. Le 52e jour de sa grossesse, elle avait recueilli son urine dans un bocal. Y avait ajouté du vinaigre blanc. Le vinaigre avait changé de couleur. Elle était enceinte. À partir du 55e jour de sa grossesse, elle avait redoublé de précautions lorsque Pierre venait en elle. Elle lui avait répété sans cesse de faire attention, comme si ces précautions pouvaient empêcher sa grossesse d'évoluer et la faire disparaître. Le 76e jour de sa grossesse, au réveil, elle s'était dit que ce ne serait pas encore aujourd'hui qu'elle aurait le courage d'avouer sa grossesse à Pierre. Le 76e jour, à 16h, excédée par l'annonce du départ de Pierre pour Paris, elle lui annonça qu'elle était enceinte de lui. Le 76e jour, vers 17h, ils avaient fait l'amour. C'est la première fois qu'elle ne lui disait pas de faire attention. Elle s'était concentrée sur la moindre de ses sensations. Et s'était dit que quand elle se remémorait le moment de la conception de son enfant, ce serait ce souvenir qui lui reviendrait. Le 77e jour de sa grossesse, Pierre était parti pour Paris. Le 102e jour de sa grossesse, elle s'était dit « C'est aujourd'hui, il va revenir !» Le 183e jour de sa grossesse, elle avait appris à sa mère qu'elle était enceinte. Elle se souviendra toujours du silence qui avait suivi cette annonce et de l'expression de terreur qui avait envahi son visage. Le 192e jour de sa grossesse, elle était sortie soulagée de chez la faiseuse d'ange après qu'elle lui ait dit qu'il était trop tard pour intervenir. Elle souriait en rentrant chez elle, après que sa mère, avec sa mère devant elle, qui ne cessait de répéter « Mais pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt ?» Le 210e jour de sa grossesse, elle ne pouvait plus cacher sa grossesse. Elle prit congé et repartit vivre chez ses parents. Le 253e jour de sa grossesse, elle avait dit bonjour à son père, qui ne lui avait pas répondu. Elle était désormais sûre que son père était au courant. Son père ne lui a plus jamais adressé la parole. Le 241e jour de sa grossesse, elle avait pris un train pour Paris, pour essayer de retrouver Pierre. Elle était arrivée gare Saint-Lazare. Elle avait vu tout ce monde. Elle était rentrée dans la gare et avait repris le train. Le 270e jour de sa grossesse, elle avait senti les premières contractions. Elle avait compris qu'aujourd'hui, pour la première fois, elle ne se promènerait pas devant l'auberge pour voir si Pierre était de retour. Il ne va pas revenir.
Ça se passait comme ça dans les campagnes à cette époque. Être fille-mère n'était pas acceptable. Et c'est sa cousine, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui a fait croire pendant des semaines qu'elle était enceinte et qui m'a prise à ma mère le jour même de ma naissance. C'est à partir de là que les choses ont commencé à partir en vrille. Elle a perdu pied. C'est comme si son univers s'était effondré, lambeau par lambeau. Une nuit, elle avait d'ailleurs arraché le papier peint de la chambre de l'auberge où elle travaillait, en poussant des cris d'une telle violence qu'elle avait effrayé les clients. Tu prends tes affaires, t'es virée! Elle n'avait pas compris le lendemain pourquoi est-ce qu'elle avait été congédiée. Mais vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas moi qui ai fait ça! Elle disait, je vous jure! Elle disait que quelqu'un était entré dans sa chambre en pleine nuit. On pourra plus utiliser cette chambre pendant des semaines! On a mis quelque chose dans ma nourriture pour que je ne me réveille pas! J'en suis sûre! Que quelqu'un l'avait droguée. Vous ne pouvez pas me mettre à la rue! Ce n'est pas moi qui ai fait ça! Quelqu'un avait détruit sa chambre pour la discréditer, c'était sûr. Lorsqu'elle peignait, elle avait un tel regard. Faut vraiment te faire soigner, tu dérailles complètement! Elle disait que c'était l'une des servantes qui voulait sa place. On me veut du mal! On me prend tout ce que j'ai! Tout ce que je suis! Lorsque je visualisais son regard, je me disais que je n'avais aucun talent, aucune vision à transmettre. Elle avait quitté l'auberge en hurlant aux clients médusés qu'il ne fallait surtout pas manger ce qu'on leur servait, que la nourriture était empoisonnée. Lorsqu'elle peignait, on aurait dit qu'elle était hallucinée. Je n'ai jamais su qu'elle avait peint, ni qu'elle avait vécu une histoire d'amour avec un peintre. Je vais chercher ma petite Juliette! Ça a été ma petite Juliette! Elle a été sage! Oui, elle est toujours sage. Tu m'as manqué, ma chérie. Est-ce que je t'ai manqué? Oui, je vois que je t'ai manqué. Elle ne sait pas qui tu es. Allons, c'est pas en une semaine qu'on peut oublier sa maman! Tu lui fais peur. Qu'est-ce que tu lui regardes? Dis pour qu'elle me regarde comme ça! Elle ne m'a jamais regardé avec ce regard! Tu me fais peur aussi, je crois qu'il faudrait mieux que tu partes. Je ne partirai pas sans ma fille! S'il te plaît, laisse-nous tranquille. Laisse-moi ou je te plante! Tu fais partie de leur bande, c'est ça? Tu fais partie de leur bande et tu voulais l'empoisonner! Je suis arrivé à temps pour interrompre tes manigances! Il y a une drôle d'odeur ici! Ferme ta bouche! Ça sent la mort! Ne fais pas de mal à ma petite fille. C'est l'homme aux couleurs qui veut te prendre à moi. Fais bien attention quand tu regardes la nature. Il y a trop de couleurs dans la nature. Ce qui fait que si tu le regardes trop attentivement, les couleurs se mettent à déborder. Et elles tournent devant toi. Tes yeux ne sont pas prêts à absorber toutes ces couleurs. Tes yeux sont prêts à exploser. Ta tête est prête à exploser. Ne ferme pas les yeux. Il est trop tard. Si tu fermes les yeux, tu enfermes les couleurs à l'intérieur de toi. Et tu ne vois pas l'homme aux couleurs surgir pour arracher les couleurs qui sont en toi. Il veut te les voler. Ne regarde pas la nature. La nature te veut du mal. Ferme les yeux avant que les couleurs ne pénètrent en toi. Vous pouvez m'emmener. Je n'ai rien pour vous. Je ne laisse plus rien entrer en moi. Tout est blanc, tout est noir. Je suis vide. C'est la seule fois où j'ai rencontré ma mère. J'avais une semaine. Un âge où on ne se souvient pas des choses. Où les souvenirs tentent de surnager difficilement dans une épaisse brume. Mais je crois que ce souvenir est resté ancré en moi. C'est ce qui fait que j'ai toujours su que la femme qui me traitait comme sa fille n'était pas ma mère. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Suite à cette agression, elle a été internée à l'asile d'aliénés de Montevergue.
Je ne sais pas ce que je fais là. On me dit qu'on veut me protéger de cet homme. Mais c'est lui qui voudrait enfermer, enchaîner, canasser, pour que je sois en sécurité. Pour qu'il ne puisse plus rien me voler. Pour qu'il ne puisse plus m'empoisonner. C'est pas moi. Moi, je veux m'occuper de ma petite fille. On me dit qu'elle est en sécurité, mais comment peut-elle être en sécurité tant que cet homme est en liberté? Il a de l'argent, il a des moyens. Il peut acheter des gens, graisser des pâtes. On m'a offert des pinceaux et des couleurs. J'ai peint des assiettes. Mais je les ai cassées. Il voulait me les voler. Je ne peux pas manger sans assiette. J'ai arrêté de peindre. Je mange dans des écuelles. Il empoisonne mes écuelles. C'est pour ça qu'il voulait que je paye mes assiettes. Pour que je mange dans ces écuelles empoisonnées, sa nourriture empoisonnée. Je préfère les murs blancs. Les couleurs, ça me donne mal à la tête. Ça me donne des vertiges. Elles se détachent des objets et tournent dans mon crâne. Ma mère est venue me voir hier. Elle a dit que je lui causais bien du souci et qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Mais quelle idée revenir en arrière? Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux avancer. Dans le futur. Dans ma vie. Dans son dossier médical retrouvé par Frédéric Werner, on peut lire nombreux signes d'affaiblissement, œdème des membres inférieurs et des mains, présence d'albumine dans les urines, très amaigri, cœur arythmique. Vous savez ce que ça veut dire? Elle est morte de faim. Lucie Artaud a été victime de l'extermination douce. Comment on peut associer les termes d'extermination et de douceur? Mais c'est des termes officiels. Entre 1940 et 1945, 45 000 aliénés sont morts de privation dans les hôpitaux psychiatriques français. En Allemagne, on déportait les malades mentaux. En France, on leur supprimait les vivres. Nourrir les fous est un luxe de temps de paix. Je vais partir. Où? Loin. J'ai besoin d'élargir mon horizon. Tu me préviendras quand tu seras de retour. Je compte pas rentrer. On met tellement dans une œuvre. Et il nous reste tellement peu de choses après. Et le peu de choses, on essaie encore d'en faire d'autres œuvres. Et même quand il ne nous reste plus rien, qu'on y a même laissé la raison, on crée encore et encore. Je ne sais pas si j'ai envie de partir là-dedans. Je vais prendre et je verrai à un moment si j'ai assez pris pour en laisser une partie. Je n'ai plus jamais revu Léon. Moi, j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts. J'ai été contente. Je n'avais aucun talent. Je suis partie dans une autre direction. Par la nécessité suffisante, rien à exprimer. Je me suis mariée. J'ai eu 3 enfants. Je suis grand-mère. Et à chaque naissance d'un de mes petits-enfants, j'ai une immense pensée pour Léa et pour cette aventure que j'ai vécue avec elle. La plus belle aventure de ma vie, après la naissance de mes enfants. Je sais qu'on n'a jamais entendu parler dans le monde de l'art de Léa Artaud, mais je sais qu'elle a créé, qu'elle a passé sa vie à créer. Parce qu'elle avait ça dans le sang, et parce qu'elle était née pour ça. Je sais que ses œuvres sont quelque part, et peut-être qu'un jour, j'en parlerai à un de mes petits-enfants, qui partira à la recherche des toiles de Léa Artaud.
très émouvant pour Antoine et moi d'arriver à ce stade du spectacle terminé. J'expliquais à Antoine tout à l'heure, je me souviens, il y a 1 an, après la représentation de l'année dernière, on allait boire un petit verre. Et il me racontait qu'il était en train d'écrire Spolation, et c'était pas encore écrit. Et t'en étais à tes débuts, enfin, t'avais toute l'histoire en tête. Et après c'était parti, et maintenant on en est là, et je suis tellement fière de vous. Voilà, c'est tellement touchant, c'est vraiment prenant, et en plus voilà, on a des aides de terminale à qui on va dire au revoir ce soir, avec qui on travaille depuis plusieurs années, je sais. Il y a eu les nouveaux aussi qu'on a vu s'épanouir au fil des représentations et de l'année, et ça fait toujours quelque chose. J'espère que tu n'es pas en train de filmer Maxence. Je filme tout. Merci à tous. Allez.